C'est une partie de nous qu'on diffuse en ligne, alors parfois en connaissance de cause, mais souvent sans vraiment s'en apercevoir un bien précieux, ou plutôt en fait des bribes de biens précieux qui aiguisent tous les appétits, la donnée personnelle. Mais au fond, c'est quoi une donnée personnelle? Pourquoi est-ce qu'il faut les protéger? Qui en profite vraiment? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui va vous faire comprendre le numérique, ou du moins j'espère vous faire comprendre qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Marc Ress. Bonjour Raphaël. Donc vous êtes journaliste pour L'Informé, un média qui vient de se lancer d'ailleurs, un média d'investigation spécialisé dans le numérique, dans le droit numérique également. On va essayer de comprendre ce que c'est finalement qu'une donnée personnelle. On en parle énormément, on en parle tout le temps, on parle de fuites, de failles, mais je voulais qu'on revienne un peu aux fondamentaux, c'est l'esprit de ce podcast, et puis finalement revenir sur une question basique. C'est quoi, à la base, fondamentalement, une donnée personnelle ? Alors, c'est quasiment une question métaphysique. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, la donnée personnelle, le meilleur moyen de savoir ce que c'est de revenir au texte aujourd'hui en vigueur. Alors, on ne va pas faire beaucoup de droit, mais un petit peu tout de même. On va faire un tout petit peu. Ce texte phare, c'est le fameux RGPD. Et derrière ces 4 lettres, on a un règlement général sur la protection des données. Et dans ces premiers articles, on a une définition de la donnée à caractère personnel, ou de la donnée personnelle. Et la donnée personnelle, c'est une donnée qui se rapporte à une personne, donc, et qui permet d'identifier directement ou indirectement. Alors, dit cela, on n'est pas plus avancé. Mais oui, retenons, c'est très vaste, retenons que la donnée personnelle identifiante, donc, elle peut identifier une personne directement. Alors, c'est un nom. C'est-à-dire que mon nom, c'est une donnée personnelle. Oui. Raphaël Grabli, oui, Marc Ress, c'est une donnée personnelle. Oui. Après, on a des informations qui sont plus indirectes. Ça peut être un numéro de sécurité sociale, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être une adresse IP. Voilà, tous ces éléments-là qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, remonter à la source d'une personne pour l'identifier, soit directement, soit indirectement. Et ces considérations un petit peu juridiques, métaphysiques, sont pas neutres parce que une fois qu'on a une donnée personnelle, une fois qu'on a qualifié un stock d'informations comme étant une donnée personnelle, eh bien, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est l'application du fameux RGPD. Donc, c'est pas neutre que de se demander ce que c'est. Mais oui. En gros, j'ai l'impression qu'une donnée personnelle, c'est tout ce à quoi je peux tenir, en fait. Parce que, après, ce qui peut paraître un peu flou, je trouve, c'est une donnée personnelle. On dit c'est mon nom. Mais moi, mon nom, les gens, ils le connaissent. Ils savent que je m'appelle Raphaël Grabli. Ouais. Mon numéro de sécurité sociale, ça, c'est autre chose. Donc, c'est quoi la frontière entre ça? Parce que moi, si quelqu'un connaît mon nom, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. Si quelqu'un connaît mon adresse, mon numéro de téléphone et mon numéro de sécurité sociale, c'est un peu plus embêtant. Donc, c'est quoi la frontière, finalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que parmi ces données, il y a des données qui sont un peu plus neutres. Le fait de connaître votre nom, c'est un fait. Ça va pas violenter votre vie privée, votre intimité de la vie privée. Par contre, dans cette sphère d'information, il y a des données qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intrusives, beaucoup plus rattachées au cœur de votre intimité. Et ce qu'on appelle, là encore, dans le RGPD, je suis désolé de revenir systématiquement à celui-ci. En gros, le RGPD, c'est la loi qui protège les données personnelles. Oui. En Europe. C'est le Talmud, c'est la Bible. Qui est récente d'ailleurs. 2018. C'est ça. Donc mais auparavant, on avait déjà une législation. En gros, voilà, c'est la loi qui protège toutes nos données personnelles. Et donc, il faut se rattacher à ce texte-là parce que c'est lui qui nous donne les lignes directrices, au-delà des considérations sociologiques et économiques qui sont évidemment importantes. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée personnelle, c'est un peu le miroir numérique d'une personnalité déterminée. C'est-à-dire que lorsqu'on surfe sur Internet, dans notre sillage, volontairement ou involontairement, on va délester une quantité d'informations qui vont se rattacher à notre personne. Et c'est l'ensemble de ces paillettes, de ces miroirs qui sont, comme vous le disiez, des bribes de notre personnalité, qu'il est nécessaire de protéger correctement. Oui, c'est-à-dire qu'on a un sillon quand on surfe sur Internet. Et en fait, c'est une question de contexte aussi, parce qu'on disait justement, je rebondis, mais un nom, ok, c'est une donnée personnelle, mais c'est pas si privé que ça. Par contre, un nom dans une liste d'internautes qui a consulté un tel site,
là, c'est plus la même chose. En fait, le contexte est hyper important là-dedans. Le contexte est important, évidemment. Autre critère qui peut jouer dans le seuil de protection, dans ce niveau de protection, dans ce besoin de protection aussi, c'est le caractère volontaire ou non de la diffusion de cette information personnelle. Donc vous avez un compte Twitter, vous utilisez votre nom et votre prénom, aucun souci. C'est-à-dire que vous avez volontairement diffusé cela. Après, de même, si vous avez un compte sur un réseau social type Facebook, Snapchat ou tous les autres, si vous diffusez des données à caractère personnel, l'image de votre visage, votre voix, etc., là encore, il y a un caractère volontaire dans cette diffusion. Mais évidemment, il y a aussi toutes ces données à caractère personnel qui sont exploitées sans que l'on réalise vraiment qu'il y a cette collecte et ces traitements qui sont effectués par tous ces acteurs du numérique. Oui, donc la donnée, elle n'a pas la même valeur selon que je décide moi-même de la diffuser ou selon qu'elles sont entre guillemets privées. C'est-à-dire que un compte Facebook, je peux le mettre en public, je peux le mettre en privé, un compte Instagram ou pas. Et finalement, du coup, enfin une question toute bête, mais si j'ai un compte Facebook public, je mets mon nom, ma photo, est-ce que c'est encore des données personnelles, du coup ? Alors, c'est des données qui sont un peu moins privées parce qu'elles ont un caractère public, mais ça reste des données personnelles. La donnée personnelle ne disparaît pas du seul fait que l'individu apparaît dans la sphère publique, heureusement. Au contraire, il faut toujours protéger ces données à caractère personnel, peu importe le contexte, j'allais dire. Peu importe le contexte. Et alors, du coup, est-ce qu'elles se valent toutes ces données ? Est-ce que toutes les données sont aussi importantes les unes que les autres ? On parlait du nom, d'un numéro de sécurité sociale. On a vu notamment des exemples de cyberattaques, des hôpitaux. On se doute bien qu'il y a des données qui sont plus ou moins sensibles. Un résultat d'examen médical, c'est par exemple beaucoup plus sensible. Est-ce que c'est protégé de la même façon ? Alors, toutes les données se valent en ce sens qu'elles ont toute une protection qui est prévue par les textes. Mais parmi ces données, il y a effectivement un noyau dur qui sont les données à caractère sensible, les données sensibles. Et là, on est dans un espace qui est vraiment particulier puisque cela concerne les données de santé. Vous me parliez des hôpitaux, des attaques qui ont visé malheureusement tant d'hôpitaux, mais donc les données de santé, des orientations sexuelles, les données qui se rattachent à la vie sexuelle, les opinions religieuses, philosophiques, syndicales, la prétendue appartenance à une race, etc. Toutes ces informations-là, elles sont un peu bunkérisées par les textes parce qu'il est nécessaire d'avoir une attention ultra aiguë pour éviter du fichage discriminant, par exemple. Je veux telle prétendue catégorie ethnique pour ce job et pas telle autre. Voilà, c'est des horreurs de ce type. Les données de santé, parce que ces données de santé, elles révèlent un état déterminé d'une personne et ça peut lui jouer des tours ensuite. Par exemple, sur le marché du travail, par exemple, pour emprunter en banque. Voilà, les conséquences peuvent être multiples et ravageuses pour la vie d'une personne. Et donc là aussi, l'exploitation de ces informations-là fait l'objet d'un encadrement très solide, de la part du règlement européen. Mais alors, ça, c'est la théorie. Maintenant, je pense qu'on a un peu tous la même impression. Quand on est sur les réseaux sociaux, on voit apparaître de la pub. Moi, je vais... alors, il y en a même qui pensent qu'on est écouté sur le smartphone. Bon, techniquement, c'est pas tout à fait possible, mais en gros, on a tous l'impression d'être fliqués, en fait, quand même. Ça, c'est la théorie. Et en fait, ça paraît hyper loin du ressenti. C'est-à-dire que je vais dans un magasin où je vais voir un site d'une paire de chaussures. Puis après, je la vois réapparaître. Puis après, je sais pas, je tombe je sais pas, je suis une femme, je tombe enceinte, puis je vois apparaître des pubs pour de grossesse. Donc, en fait, on a l'impression qu'on a le texte qui a l'air hyper protecteur, puis qu'en fait, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Ouais. Alors, vous venez de recevoir un SMS disant que vous n'êtes pas écouté. Exactement, voilà. Alors, vous avez tout à fait raison, mais après, il y a des pratiques et une norme, et l'idée, c'est de mesurer ensuite la distance entre la pratique et la norme, et de sanctionner les abus. Bon, là encore, c'est un peu de la théorie. Mais c'est vrai que le fait est que le business model de ces réseaux sociaux est de s'intercaler entre des annonceurs et des personnes qui vont être incitées, invitées, pour des considérations existentielles, égocentriques, peu importe, à partager le maximum d'informations. Et c'est vrai que, d'une manière ou d'une autre, il va être possible pour le réseau social déterminé de deviner que
tel individu présente des troubles de la santé. Enfin, je sais pas, il est malade, il a une grippe ou autre. Il n'a pas été travaillé ce jour, ou au contraire, il va très bien. Donc, on peut mesurer les émotions, voire presque avoir une analyse psychologique d'un individu à l'instant déterminé. Et là, effectivement, on glisse tout doucement de la donnée à caractère personnel lambda à une donnée à caractère personnel qui se rattache aux données de santé. Et ce glissement-là, il est effectivement problématique, mais au-delà de ça, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une attention ultra vive sur les informations qui nous sont données par ce réseau social lorsqu'on s'y inscrit. Alors, je devine ce que vous allez me dire, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, celui-ci nous envoie une encyclopédie d'informations. Oui, personne ne lit ça. Alors, il y a deux choses. Un, personne ne lit. Et deux... Personne ne comprend quand on lit. Non, mais... Et puis, il y a un moment, on parlait tout à l'heure de la traînée qu'on laisse. Ça peut paraître un peu diffus, je pense, pour ceux qui nous écoutent, mais cette traînée... En fait, on ne donne pas directement nos données au réseau social. C'est-à-dire qu'en fait, on dit juste, mais attendez, moi, j'ai juste navigué sur le web. J'ai juste été sur des sites web. J'ai pas forcément envie. Donc la donnée personnelle, si elle existe, c'est quelqu'un l'enregistre quelque part. C'est-à-dire que après tout, quand j'étais voir le site de vente de chaussures, j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur Instagram, j'étais sur un site internet. Donc comment on se retrouve avec derrière une donnée qui est exploitée et une pub qui arrive? C'est le charme de cet océan d'informations que l'on laisse parce qu'on va surfer, parce qu'on va être géolocalisé à l'instant T dans telle ou telle boutique. C'est parce qu'on va diffuser des photos sur lesquelles il va y avoir des métadonnées, c'est-à-dire des informations très précises. C'est le titre de ce podcast. C'est un clin d'œil à métadonnées. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est une métadonnée? La métadonnée, ce sont toutes les informations qui encapsulent un contenu. J'explique. Quand vous avez une photo, la photo en elle-même, c'est le contenu. C'est le contenu. Mais autour de la photo, on a plein d'informations. On a l'heure de prise de vue, on a la géolocalisation, si votre téléphone ou votre smartphone est calibré comme tel, pour géolocaliser ces photos, c'est bien pratique, pour ensuite retrouver ces éléments-là. On a les différentes données techniques, c'est-à-dire le type d'appareil photo, le type d'ouverture, etc. Bref, mais la géolocalisation est super intéressante. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une photo et que vous diffusez cette photo sur les réseaux sociaux, ou peu importe où, l'exploitation de ces données peut révéler des éléments précieux. D'ailleurs, c'est utilisé par la police. En fait, finalement, on parle et par les journalistes. Et par les journalistes. Les métadonnées, en fait, c'est pas quelque chose de très tech, finalement. C'est pas nouveau. Parce que quand on parle des affaires, des fadettes, les factures, finalement, quand on est sur une enquête, on voit que telle personne, on n'a pas le contenu à envoyer un SMS à quelqu'un d'autre à telle heure. On n'a pas le contenu du SMS, donc on n'a pas la donnée. Mais la métadonnée, pour qu'on comprenne bien, finalement, c'est simplement le fait qu'à telle heure, telle personne a envoyé un SMS à telle personne. Alors, je prenais l'exemple des photos, mais les métadonnées, elles existent aussi sur les conversations téléphoniques, sur les SMS, c'est-à-dire c'est l'heure d'envoi du SMS, l'heure de réception, le type de téléphone utilisé, l'opérateur. Et même sur les applis chiffrées d'ailleurs, parce qu'on parle souvent on dit qu'iMessage c'est chiffré, on dit que WhatsApp c'est chiffré. C'est vrai, Facebook, qui est propriétaire de WhatsApp, n'a pas accès au contenu, mais par contre, ils savent à quelle heure on a envoyé tel message et à qui. Ce qui finalement révèle quand même quelque chose de notre vie quand même. En fait, la métadonnée, et c'est pour ça que tous les services de renseignement, les services de police, ont une attention très aiguë sur ces éléments-là, révèlent ce qu'on appelle le graphe social d'une personne, c'est-à-dire on a un individu X qui va échanger avec Y, W, Z, enfin avec tout un entourage, mais cet entourage-là, ce graphe social, peut donner des informations extrêmement précises sur le profil type de cet individu. Alors, pour une enquête pénale ou pour anticiper, je ne sais pas moi, un risque terroriste de ce type, ça peut être utile que d'avoir accès évidemment à ces éléments-là. On connaît le réseau un petit peu de connaissances d'une personne. Mais après, je vous dis, la question des métadonnées, moi, dès lors que je reçois un document pour mon activité journalistique, mon premier réflexe, c'est de fouiller, de regarder un petit peu quelles sont les données qui sont attachées à ce tel PDF, à tel fichier issu de tel traitement de texte, à telle photo. Je regarde systématiquement. Oui, parce que si vous recevez un projet de loi, imaginons, vous voyez les métadonnées, vous voyez qu'il a été rédigé, que le document a été créé il y a 2 ans. Donc ça peut donner, par exemple, ça donne une information en plus. Ça peut être ça. Journalistiquement aussi, je me rappelle, c'était à l'époque d'Adopi, donc c'est la préhistoire. J'avais eu accès à un avant-projet de loi, je crois que c'était ça, mais dans les métadonnées de ce document qui
je pensais naïvement, venait du ministère ou du gouvernement, je trouvais le nom d'un syndicat, d'une fédération, ce qui montrait bien qu'il y avait un échange extrêmement intense entre le gouvernement et puis peut-être cette fédération. Et ça donne... Alors, ce n'est pas des preuves, mais ce sont des indices. C'est des traces qui laissent penser. Ça donne une couleur. Et si on revient du coup à la donnée personnelle, donc là on parlait des métadonnées, la donnée directe, donc on va revenir sur l'exemple de la navigation en ligne, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est le plus parlant pour les gens. Quand je navigue sur un site internet, très concrètement, on parle souvent des cookies, ce qu'on appelle les pixels Facebook, Google, TikTok, c'est-à-dire que c'est des bouts de code informatique comme ça qui sont mis sur les sites. Techniquement, en fait, ça marche comment ? Techniquement, les cookies, c'est un petit fichier, un petit marqueur qui va être placé ici et qui ensuite va permettre de tracer, qui va permettre, lors de sa récupération, de dresser un profil type de tel ou tel internaute. Donc, on va savoir que celui-ci aime plutôt... je sais pas moi. Mais les sites, ils ont un accord avec Facebook, avec Google, avec... Alors, ça, c'est souvent le cas lorsqu'on a un bouton de partage sur les articles ou des produits, qu'on a une plateforme de e-commerce, par exemple. Souvent, on rajoute un bouton de partage, l'éditeur rajoute un bouton de partage pour faire en sorte que son produit la visibilité de son produit soit maximisée sur les réseaux sociaux. Et en réalité, ce bouton de partage, il n'est pas passif. C'est un petit programme où, derrière, on a un traitement donné à caractère personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il enregistre, je vais sur ce site de e-commerce. En fait, c'est comme si Facebook avait une petite porte ouverte. Ouais, un trou de serrure. Un trou de serrure sur ce site. Ouais. Et puis, il récupère, alors, je sais pas moi, une adresse IP. L'adresse IP, on sait que tu as l'adresse IP, à telle heure, elle a regardé le prix d'un matelas ou Donc, l'adresse IP, c'est l'adresse concrètement de notre box ou de notre téléphone. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Facebook, sur un site de e-commerce, il a un accord pour mettre ce petit bout de code. Du coup, il sait que j'ai été sur ce site, et donc ça veut dire qu'il sait que je suis intéressé, puisqu'il sait sur chaque page où je suis allé, donc il sait que je suis intéressé par tel ou tel produit. Et donc si l'internaute en question a un compte chez Facebook, ou un autre réseau social, mais après, il pourra se voir adresser, donc se voir afficher sur son écran des publicités pour un matelas, pour une baguette de pain, pour tel ou tel CD. Bon, et après, je vais revenir aussi sur un argument assez fréquent, c'est de dire, ok, je suis pisté, entre guillemets, pour qu'on me diffuse de la pub. J'ai envie de dire, finalement, est-ce que je préfère pas avoir de la pub ciblée que de la pub qui n'a rien à voir avec mes intérêts ? Donc, est-ce que c'est pas une bonne chose ? C'est vrai, ça se défend. C'est-à-dire qu'on peut, si on est jeune, on peut préférer recevoir de la pub qui correspond à notre profil, à ce qu'on aime dans la vie, plutôt que d'avoir des campagnes de pub pour des plans d'épargne retraite. Et je le comprends. Tout le souci ou tout l'enjeu dans ce régime, il réside finalement dans l'information qui est apportée à l'internaute et sa capacité, en tout cas, à comprendre cette information. Donc, l'information doit être compréhensible. Donc, Simon m'explique que si tu fais ça, si tu vas sur tel site qui a un bouton de Facebook ou autre, tes données vont être aspirées et ils vont être traitées afin de t'envoyer des publicités sur ton compte personnel. Si je suis d'accord, voilà. Mais si ça se passe de manière comment dire, un peu trop discrète, un peu trop discrète ou indiscrète même, là ça commence à poser souci. Parce que moi, il faut que je sache, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va être fait de ces données. Où est-ce qu'elles vont être stockées ? Est-ce qu'elles vont être stockées, elles vont rester en France, en Europe ou dans un pays tiers à l'Union européenne ? Combien de temps elles vont être stockées ? Mais c'est quoi le risque au final ? Le risque, au final, c'est que des acteurs, des intermédiaires dressent un portrait robot de ma personne et une connaissance absolue de toutes les composantes qui font que je suis une personne humaine, avec avec une intrusion ultra poussée dans l'intimité de ma vie privée. L'affaire Cambridge Analytica, elle était super intéressante parce qu'il s'avérait qu'il y avait des études qui avaient été menées. Alors, il faut revenir rapidement sur les faits. Donc, c'était une boîte qui s'appelait Cambridge Analytica qui a espionné des utilisateurs sur Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des tests de personnalité, les trucs qu'on voit souvent passer sur Facebook, deviner quel type de personne vous êtes. Puis en fait, dès qu'on cliquait, ça allait aspirer nos données et les données aussi de nos contacts. Et donc, ils ont dressé comme ça, ils ont récupéré des millions de personnes, notamment aux États-Unis. Oui. Et à l'époque, 2014, 2015, 2016, les droits Facebook étaient très permissifs. Donc, quand on installait une telle application, on pouvait rapidement aspirer ces informations-là, c'est-à-dire les données personnelles
de l'internaute, de l'abonné X ou Y, mais également de tout son entourage numérique. C'était quoi, juste concrètement, les données qu'ils récupéraient? C'était quoi, les noms Je me rappelle plus. Il y avait le nom. Si, bien sûr, il y avait les likes. Likes. Donc les intérêts, finalement. Les intérêts. Et là-dessus, il y avait des études aussi psychosociales ou autres qui ont révélé qu'à partir d'un certain niveau de likes, on peut connaître une personne mieux que son conjoint ou sa conjointe. D'accord. Et à partir d'un autre niveau de likes, d'analyse des likes, on peut connaître une personne mieux que ses parents. Donc en gros, si on résume, Cambridge Analytica, qui était une boîte quelconque, enfin c'était une boîte en Angleterre, au Royaume-Uni, qui, par une sorte de partenariat avec Facebook, en gros Facebook laissait des entreprises aller mettre des petits jeux, des petites choses comme ça sur Facebook, accéder aux données et a pu, j'ai envie de dire avec l'accord de Facebook finalement, sans aucun obstacle, aller aspirer des données pour connaître finalement les préférences de dizaines, centaines de millions de personnes partout dans le monde. Et le plan B, ensuite, l'étape suivante, ça a été quoi? Ça a été d'adresser des messages publicitaires, sous forme de publicité, notamment à telle ou telle catégorie d'Américains, pour que lors des élections présidentielles, c'était la première campagne de Trump, soit ils votent pour Trump, soit qu'ils aillent à la pêche ce jour-là, le jour de l'élection. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a identifié telle ou telle catégorie de personnes. Ensuite, on diffuse des... on va diffuser des messages. À ces personnes-là. On va rappeler que tel personnage politique du camp adverse a dit telle chose particulièrement désagréable pour telle catégorie de personnes. Et on va rappeler ces éléments de langage assez blessants à ces catégories de personnes. Pour dire, vous voyez, Hillary Clinton... dans tel discours en 2010, elle a dit ça à propos de votre communauté. Donc il suffit d'amplifier ce genre de message-là pour inciter après les personnes à voter plutôt Trump ou alors à ne pas aller voter. Donc c'est du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure et c'est des techniques... finalement c'est comme la publicité, quoi. C'est comme la publicité, sauf que mais là on voit que l'enjeu il dépasse considérablement l'aspect purement commercial. Le fait que des entreprises veuillent vendre leurs produits et leurs services sur Facebook, bon soit. Mais là, on a des considérations qui touchent aux éléments clés de la démocratie et même au visage de l'humanité. Il peut y avoir des considérations extrêmement importantes. Et ça veut dire, si on résume, qu'une collecte de données personnelles a pu modifier l'élection présidentielle américaine. Concrètement, c'est possible ça? Concrètement, c'est possible. Alors, vous dire si c'est effectivement le cas, je prends des réserves, mais il y a effectivement une influence sur les élections. C'est nécessaire. Je vais revenir sur un argument pour terminer. C'est un adage. On parlait tout à l'heure, vous expliquez, oui, mais si on a vos données, on peut créer un portrait robot de vous, on peut tout savoir sur vous, etc. J'ai envie de dire, je prends un argument qu'on entend souvent, et alors, si j'ai rien à me reprocher, c'est quoi le problème? Si j'ai rien à cacher? Si j'ai rien à cacher. Je vois que vous êtes habillé. Est-ce que vous pouvez vous déshabiller? Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone, votre carte bancaire, tous vos comptes, votre carnet d'adresse? Donnez-moi tout. Non, je vois une réticence. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais. Et donc, on voit bien que finalement, il y a peut-être des choses à cacher. Il y a peut-être des choses à cacher. Et cet argument, je l'entends. Oui, je le reprends parce que c'est l'argument, qui revient base. Le plus. Si une personne est correctement informée des éléments qui vont être opérés sur ces données à caractère personnel, j'allais dire, libre à elle. Le problème, c'est qu'il faut un peu dépasser ce cadre-là. Et sans doute que la plupart des personnes qui disent cela n'ont rien fait de répréhensible. Ok. Enfin, la loi peut changer aussi. La loi peut changer. Aux États-Unis, par exemple. C'est ce que j'allais dire. La loi peut changer, c'est-à-dire qu'à un instant T plus X, la loi va se servir des éléments qui ont été diffusés par l'internaute. Je pense à l'avortement, notamment aux États-Unis. Voilà, ouais. On avait des données sur l'avortement. Le problème, c'est que quand ça devient interdit, on voit que le stock d'informations devient important, voire stratégique pour les autorités et extrêmement problématique pour les personnes physiques. C'est-à-dire que le 31 du mois, je vais voir un site pour acheter des pilules abortives. Il n'y a pas de problème, entre guillemets, c'est légal. Le lendemain, ça devient illégal, ça devient problématique. Autre chose, c'est que si vous n'avez rien à cacher, pensez à votre entourage. Parce que si un réseau social ou autre va exploiter ces informations, vos informations personnelles, elles ne sont pas en silo, elles ne sont pas dans une baignoire. Elles sont aussi connectées à plein d'autres informations personnelles de tiers, de vos amis, de vos connaissances. Et peut-être que vous n'avez rien à cacher, mais tel ou tel individu dans votre sphère, dans votre entourage,
a peut-être des trucs, il veut peut-être protéger sa vie privée bien plus fortement. Donc, ce n'est pas à vous d'imposer vos choix à lui. Et de la même façon, imaginez si un banquier, un établissement bancaire, c'est exactement ce que vous avez acheté, ce que vous achetez chaque samedi lorsque vous allez faire vos courses. Voilà, parce qu'il a accès à votre carte de fidélité. Rapidement, en analysant vos achats, peut-être qu'il va pouvoir anticiper les différents problèmes de santé que malheureusement vous aurez peut-être un jour, des problèmes cardiovasculaires ou autres, parce que vous mangez trop gras, trop salé, etc. Ou à l'inverse, si j'achète que de la margarine spéciale pour l'hypertension, des choses comme ça. Oui. Et finalement, il va moduler le risque de prêt bancaire, ou en tout cas les assurances, en fonction de votre profil type qui aura été deviné via l'analyse d'un caddie. Et vous voyez que vous n'avez peut-être rien à cacher, mais le jour où ce type d'événement peut arriver, vous allez peut-être vous dire j'ai peut-être des choses à cacher. Alors du coup, j'ai une dernière question pour terminer, mais on fait comment en fait? Parce que moi j'ai envie de continuer à utiliser Internet, j'ai envie d'utiliser ma carte de fidélité, donc je sais pas, est-ce que je suis protégé? Est-ce que tout ça peut se réaliser? Mon banquier peut avoir accès à mes données ou c'est protégé par la loi? Enfin, qu'est-ce que je peux faire? C'est déjà mis à part me dire que c'est une fatalité. Alors, vous dire de tout couper et partir sur une île déserte, c'est un peu compliqué. C'est au moins, à tout le moins, d'avoir conscience de ce que vous allez faire, de vos pas sur Internet, d'utiliser des outils plutôt respectueux de la vie privée. Vous avez plusieurs sites qui vous dressent la liste de ces sites. Mais ce qu'il faut faire aussi... Il faut que j'arrête Google faut peut-être arrêter Google, utiliser d'autres services, mais si Google vous offre toutes les fonctionnalités que vous recherchez parce qu'il y a une efficacité, on ne pouvait pas passer outre. Donc je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'est avoir conscience qu'il est possible d'avoir une exploitation. Je pense surtout, moi, aux réseaux sociaux. Donc, se déverser comme ça sans cesse pour diffuser des données à caractère personnel, notamment la photo de ses enfants. C'est toujours sympathique d'avoir un retour numérique de sa famille qui est éparpillée dans toute la France, voire dans le monde entier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la photo est là. Et l'enfant n'a rien demandé. De la même façon, tout ça peut vous jouer des tours sur le marché du travail, par exemple, aussi. Si vous diffusez trop d'informations, un jour ou l'autre, cette beuverie qui était bien marrante un samedi soir avec des photos publiées le lendemain sur Facebook, peut-être que plus tard, vous allez avoir un profil un profil un peu trop fourni, trop festif, trop porté sur l'alcool ou autre, et ça peut vous donner une image. Et finalement, vous voyez que vous fournissez des armes à l'adversaire où ensuite on va vous poser des questions. Ça sera peut-être à vous d'aller devoir vous disculper de ce profil-là en disant mais non, je suis pas alcoolique, j'aime juste vivre et faire la fête ainsi. Voilà. Mais vous voyez, vous rentrez dans une logique de culpabilité où vous allez devoir apporter la preuve contraire. Et c'est quand même aberrant parce que la vie privée, ça reste un principe important. Mieux vaut prévenir que guérir. Et mieux vaut prévenir que guérir. Oui, il faut faire attention à tous ces actes et utiliser des outils. Regardez, pareillement pour les cookies, ne pas accepter. C'est vrai que la barre de cookies, je l'admets, je suis embêté aussi lorsqu'elle apparaît. C'est frustrant parce que ça casse l'expérience utilisateur. On a envie que ça aille vite, que les sites s'affichent. Mais on clique plutôt sur refuser que sur accepter ou on clique sur refuser, on clique. Ce qui est intéressant de faire, alors je ne dis pas systématiquement parce que c'est un petit peu enquiquinant, mais c'est d'aller voir un petit peu ce qui se trame derrière. Donc quand le site vous propose d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il entend de faire, vos données à caractère personnel, votre parcours utilisateur sur le site, c'est intéressant. C'est intéressant de voir par exemple la liste des partenaires commerciaux qui vont récupérer ces informations-là. Parfois, vous avez des listes qui font plusieurs dizaines de mètres de noms et ça vous donne une idée un petit peu. Et donc, n'hésitez pas peut-être à cliquer sur refuser pour, là encore, pour essayer de avoir une maîtrise sur le périmètre de vos données à caractère personnel. Marc Ress, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées. On espère que ceux qui nous écoutent, ils verront plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.